Bien, à ce stade, il me semble que j'ai à peu près délimité la catégorie islamo-gauchiste telle qu'elle est utilisée. Il s'agit de regrouper dans cet ensemble bizarrement intitulé à peu près la totalité de ceux qui combattent contre les discriminations subies par les musulmans du côté de la paix, évidemment, qui sont des gens qui se battent pour rétablir le lien social et empêcher la fracture de la société. Ils sont néanmoins porteurs d'un discours qui est repris par certains islamistes dans un objectif strictement inverse. Ils disent qu'il y a de la discrimination et donc venez faire le djihad. Néanmoins, à ce stade, j'ai trouvé ma catégorie qui est habituellement qualifiée d'islamo-gauchiste. Une fois que j'ai trouvé quelle était cette catégorie habituellement qualifiée d'islamo-gauchiste, je peux essayer, c'est ça la méthode inductive, de remonter et d'essayer de comprendre cette fois-ci ce que veut dire, quel est le sens de l'islamo-gauchisme. Je sais ce que ça désigne et je ne sais pas encore exactement quel est le sens. Et alors je vais réfléchir au sens du mot islamo-gauchisme, du mot valise islamo-gauchisme, et plutôt je vais réfléchir à la pluralité des sens de ce mot. Il existe 4 principales significations du mot islamo-gauchisme une fois qu'on a compris la catégorie qui était visée par cette terminologie islamo-gauchiste et qui est une catégorie très présente à l'université. 4 significations. La première signification est la suivante. Quand on utilise le mot islamo-gauchiste, on signifie la chose suivante, qu'il faut minimiser, voire, si possible, nier les discriminations subies par les musulmans ou par les maghrébins. Puisqu'on stigmatise comme des vilains islamo-gauchistes ceux qui développent des travaux sur l'existence de ces discriminations, le stigmatiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas bien de montrer quelles sont ces discriminations et qu'on devrait plutôt les minimiser au maximum, afin de couper l'herbe d'ailleurs, sur les islamistes qui pourraient se servir de l'existence de ces discriminations. Donc, il s'agit de cacher ou de minimiser les discriminations subies. Est-ce que cette volonté de cacher ou de minimiser les discriminations subies est vraiment présente au sein du gouvernement? Il me semble que oui. J'ai un élément qui me semble très démonstratif de ce point de vue-là. Il s'agit de l'article 9 de la Charte des principes pour l'islam de France. C'est un texte qui a été adopté le 17 janvier 2021 et qu'on a demandé, et que le gouvernement a demandé de signer aux principales organisations musulmanes. On leur a demandé, pour bien montrer qu'ils n'étaient pas islamistes, mais que c'était l'islam de France, de signer une charte des principes pour l'islam de France. Article 9. Je vous le cite. Article 9. Les actes hostiles aux musulmans de France et aux symboles de leur foi sont l'œuvre d'une minorité extrémiste qui ne saurait être confondue ni avec l'État, ni avec le peuple français. Voilà, ça veut dire que si vous refusez de signer ça, vous êtes suspect d'être un peu islamiste. Or, cet article 9, quand on le regarde d'assez près, est assez exigeant. D'abord, c'est l'interdiction absolue de parler du racisme d'État. Alors, je suis d'accord avec une chose, le droit français. Le droit français n'est pas un droit essentiellement raciste. En droit français, le principe est la prohibition du racisme et la prohibition de la discrimination. On n'est pas sous vigie, c'est très clair. Alors bien sûr, certaines interprétations jurisprudentielles, certaines lois ne sont pas toujours aussi claires que ça, mais globalement, on peut dire que le droit français est un droit antiraciste, globalement. Si l'État c'est le droit, à ce moment-là, dire que l'État est raciste serait effectivement, à mon avis, une erreur. En revanche, on peut aussi concevoir l'État comme une pratique. Alors si on regarde l'État comme une pratique, ça devient un peu plus compliqué. Il faut s'interroger sur la pratique des contrôles aux faciès, sur la pratique de certaines violences policières qui sont plus dirigées sur certains quartiers que sur d'autres. Et à ce moment-là, on peut aussi s'interroger sur les opinions qui sont celles des corps d'autorité de l'État, en particulier la police et l'armée,
Et dire que ces corps-là sont préservés du racisme, évidemment, serait tout à fait faux. Et on a certaines pratiques, notamment la pratique des contrôles d'identité, dont le caractère xénophobe a été bien documenté et est bien réel. Et alors dire cela, est-ce que c'est être islamiste ? Bon, on voit que l'article 9 est exigeant, mais je dirais que ça, à la limite, ça se discute. Mais l'article 9 est encore bien plus exigeant que ça. Les actes hostiles aux musulmans, de quoi s'agit-il ? Des discriminations. Les discriminations subies par les musulmans, notamment ou les actes hostiles aux symboles de leur foi. Par exemple, les actes qui seraient hostiles au port du voile musulman sont des actes qui sont hostiles aux symboles de la foi. Alors, est-ce que les discriminations et les actes hostiles au voile musulman sont seulement l'œuvre d'une minorité extrémiste ? Quand on voit avec quelle vigueur l'essentiel de la classe politique attaque le voile musulman, minorité extrémiste, c'est réducteur. C'est réducteur. Donc l'article 9 qu'on demande de signer aux organisations musulmanes est un article qui minore les discriminations et les agressions subies par les musulmans. Et donc on voit bien qu'on a une volonté de minorer ce qui existe réellement. Et on voit bien que cette volonté de minorer se heurte à une recherche universitaire, d'ordre scientifique, qui justement dévoile l'existence de ces discriminations. Et donc là, on voit qu'on a un choc entre une volonté d'État qui est de minorer cela, voire de cacher cela, et effectivement une frange de l'université qui dévoile les faits dans leur parfois brutale réalité. D'où ce conflit. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça ? Dans ce sens de l'utilisation du mot islamo-gauchisme. Eh bien, ce premier sens, ça signifie quoi ? Ça veut dire que l'État insiste pour que ce qui soit dit soit partiellement faux. Et s'affronte, à juste titre à ce moment-là, à l'université qui essaye de dire ce qui se passe réellement. De quelle tendance politique s'agit-il ? Vouloir nier une partie de la réalité parce que ça nous arrange politiquement. C'est quelque chose d'assez banal en réalité, c'est quelque chose qui est très à la mode, alors dont le gouvernement français n'est pas de très loin le plus grand utilisateur, mais dont le gouvernement français est un des utilisateurs. On est dans la grande vague des fake news, de la désinformation, de l'ère de la post-vérité. Alors il s'agit de quelque chose qui est moins développé évidemment en France que dans d'autres pays, mais on voit ici qu'on a cette tendance à la falsification. En fait, derrière l'attaque de ceux qui dévoilent les discriminations subies par les musulmans, cette attaque-là est d'abord, probablement, une volonté de falsification du réel. On a des hommes politiques que le monde entier nous envie. Ils pourraient venir les chercher d'ailleurs, mais ils viennent pas alors. Alors, il existe un deuxième sens à la terminologie islamo-gauchiste qui me semble importante. Comme les islamo-gauchistes, on l'a vu, étaient principalement les antiracistes de gauche, ou du moins ceux qui étudient à l'université l'importance du phénomène xénophobe en France. Il y a un glissement dans la terminologie. On passe de ceux qui, finalement, défendent les musulmans, au sein de l'université française, donc ceux qui défendent les musulmans, sont qualifiés de défenseurs de l'islamisme. Il y a un glissement entre ceux qui défendent les musulmans et ceux qui défendent l'islamisme. Or, ces deux choses sont évidemment différentes. Mais ce glissement-là est quelque chose de très très grave. C'est un glissement qui part de musulmans et qui va à islamistes terroristes, potentiellement terroristes. Et ce glissement-là est tout à fait la définition de la xénophobie. C'est exactement ça, la xénophobie. C'est de prendre une catégorie, les musulmans, et de leur imputer quelque chose qui n'est pas de la catégorie, mais qui est ici le terrorisme, et qui est en fait quelque chose d'une petite partie de cette population. Alors, est-ce que c'est faux ? Est-ce que les musulmans
sont de manière infâme assimilés à. La réponse, oui, c'est faux, c'est faux. En pratique, on sait que les musulmans de France, au contraire, sont plutôt très démocrates. Et d'ailleurs, ils ont eu une influence très grande dans les printemps arabes, quand il y a eu les printemps arabes. Et c'est tellement vrai que les régimes autoritaires du Maghreb sont dans des politiques de rejet des populations qui sont installées en France depuis un certain temps, puisque ces populations sont tout à fait en pointe dans la contestation de ces régimes autoritaires, parce que ce sont des populations qui sont fondamentalement démocrates, et qui ont été d'ailleurs, pour certaines, victimes très dures de l'islamisme, et qui sont donc aussi très anti-islamiques. Donc anti-autoritaire, anti-islamique, et ça correspond à une partie très importante. Sans doute très largement majoritaire des musulmans de France. Donc ce glissement-là est non seulement faux, passer de musulman à terroriste, mais c'est aussi la définition même de la xénophobie. Et la xénophobie, ici, est dans la terminologie, puisque je désigne comme islamistes, sous-entendu plus ou moins terroristes, ceux qui défendent les musulmans. Donc je fais un glissement musulman terroriste au sein de la terminologie même. La terminologie islamo-gauchiste est une terminologie xénophobe. Bien, je pense qu'il existe un troisième sens important au mot islamo-gauchisme. À ce stade, nous avons vu que la terminologie islamo-gauchiste était déjà une terminologie de falsification xénophobe. On pourrait dire, c'est déjà pas mal. Mais à la réflexion, ça signifie encore autre chose. J'ai pour ça deux citations. Celle de M. Olivier Vial, qui est président de l'UNI, et qui nous dit « Il existe une complicité intellectuelle du terrorisme et de la gauche universitaire. » Et j'en ai une autre de notre ministre Darmanin, qui nous dit qu'entre les gauchistes et les islamistes, il existe, je cite, une alliance objective pour mettre fin à la République. Dans les deux cas, il s'agit de désigner un ennemi considérablement élargi avec ce qui se faisait précédemment. Nous avons les islamistes qui sont évidemment des ennemis dans tous les sens, puisque ce sont des terroristes sanguinaires pour les uns et des fascistes religieux pour les autres. Donc ce sont vraiment des adversaires très durs, et ces adversaires-là sont assimilés à d'autres adversaires, pour M. Vial ou M. Darmanin, et ces autres adversaires, c'est la gauche. Et on fait une espèce de gros paquet englobant. Finalement, pour M. Darmanin, il a deux sortes d'adversaires. D'un côté, les islamistes, de l'autre côté, la gauche. Et puis, il fait un gros paquet et il dit, voilà, tout ça, ça fait mes ennemis. Mes ennemis, c'est la gauche et les islamistes. Et je vais les appeler les islamo-gauchistes. Ça fait un gros paquet qui me permettra de désigner ma cible. Alors ça, c'est assez important, parce que cet élargissement du champ de l'ennemi permet de qualifier indirectement toute la gauche de potentiellement terroriste. Ce qui est formidable dans un objectif qui serait une chasse aux sorcières, une condamnation de la gauche en général, et plus généralement une condamnation de l'opposition, à laquelle on impute évidemment quelque chose qui lui est très étranger, mais qui est par ailleurs totalement atroce. Qu'est-ce que c'est que cette tendance politique qui consiste à considérer comme criminels ses opposants politiques? C'est une tendance politique qui existe, qui est violemment antidémocratique. C'est un régime politique qui dit que ses opposants sont des criminels. Et donc qui ouvre la voie à une potentielle répression et qui ouvre la voie à un régime potentiellement autoritaire. L'utilisation du vocable islamo-gauchiste est un pas dans la direction de l'autoritarisme. Enfin, on pourrait croire qu'à ce stade, on a dit déjà beaucoup de mal, mais il existe une quatrième dimension de l'utilisation de ce vocabulaire sur laquelle je voudrais dire juste un mot. Vous avez vu que dans l'islamo-gauchisme, il y a une assimilation de personnes qui sont des belliqueux, des guerriers, les islamistes, donc le djihad, donc de la violence guerrière,
avec des personnes qui ont un point de vue strictement inverse, puisque ce sont des pacifistes de gauche qui, eux, au contraire, veulent essayer de maintenir la paix civile en luttant contre les discriminations. Donc on a ici une assimilation des guerriers et des pacifistes. Alors ça, c'est aussi une étape très intéressante. C'est une étape qui précède les vrais conflits violents. Si vous voulez, avant 14-18, on a commencé d'abord par dire que tous les Allemands étaient méchants, et puis ensuite on a dit que tous ceux qui étaient contre la guerre aux Allemands étaient assimilés à des vilains Allemands. Donc on a ici un élargissement du champ de l'adversaire, une fois de plus. L'adversaire n'est pas seulement le guerrier qui vous menace, c'est aussi le pacifiste qui cherche à faire la paix. Quand vous commencez à désigner les pacifistes comme vos ennemis, c'est que vous favorisez évidemment la potentialité de la vraie violence. Bien, à ce stade, il me semble qu'à la réflexion, l'utilisation de la terminologie islamo-gauchiste est un condensé extraordinaire d'une étape franchie dans la rhétorique moderne. C'est une terminologie qui a 4 significations. C'est une terminologie qui va dans le sens de la falsification, c'est une terminologie xénophobe, c'est une terminologie autoritaire, et c'est une terminologie qui menace la paix civile. Alors, lorsqu'on a un gouvernement qui reprend une rhétorique falsificatrice, xénophobe, autoritaire et qui menace la paix civile, il y a véritablement de quoi s'inquiéter. Très sincèrement, je ne pensais pas que de mon vivant, j'assisterais à une infamie de ce niveau-là. Très clairement, nous allons rapidement vers le pire, et je voudrais dire ici qu'il va falloir changer de direction de manière abrupte, sinon la direction dans laquelle on va est celle véritablement de l'enfer. Merci.